Le site de Fresnay-l'Évêque, un édifice à la forme inhabituelle, figure parmi les rares survivants de la première génération de silos agricoles français. Ce silo raconte la première page de l'histoire de la construction des silos à l'image de l'évolution de l'agriculteur au XXe siècle. Mis en service en 1933, le silo de Fresnay-l'Évêque, comme son jumeau à Voves, compte parmi les tout premiers silos à grains du département d'Eure-et-Loir. Ils sont construits dans un contexte très particulier, celui de la crise agricole des années 1920-1930. À cette époque, les silos agricoles, autrement dit les silos de collecte des céréales, n'existent pas, les coopératives agricoles non plus, le commerce des grains est libre. Les agriculteurs vendent leurs grains à une poignée d'acheteurs locaux, à des meuniers, à des négociants, à des courtiers ou à des acheteurs pour le compte de la meunerie industrielle à la tête de laquelle on trouve les grands moulins de Paris. Les transactions ont lieu souvent aux marchés cantonaux, dont celui de Chartres est le plus connu. Mais à la fin des années 1920, l'augmentation progressive des rendements qui retrouvent progressivement leur niveau d'avant-guerre grâce aux avancées scientifiques, la concurrence déloyale des blés indigènes algériens et américains provoque un effondrement des cours qui est encore aggravé par le contexte international, la crise économique de 1929. Le blé ne se vend plus, ou bien se vend en dessous du prix de revient. Sous la pression du monde agricole qui représente alors plus de la moitié de l'électorat, une des nombreuses mesures imaginées alors par les pouvoirs publics pour tenter d'endiguer la crise qui frappe durement le secteur céréalier consiste alors à retirer du marché une partie des récoltes pour rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande, surtout après la moisson où les paysans ont besoin de reconstituer leur trésorerie. En effet, deux actions sont mises en place, la création de stocks de sûreté par l'État et surtout le stockage puis la vente échelonnée des grains à travers la loi du 30 avril 1930 qui débloque de très importants moyens financiers pour mener à bien ces opérations. Le syndicat agricole du département d'Eure-et-Loir, SADEL, présidé alors par le sénateur Jacques Benoît, décide donc d'expérimenter le stockage et la vente échelonnée et passe un contrat de stockage avec le ministère de l'Agriculture. Or, dépourvu d'infrastructures de stockage, le syndicat se trouve alors dans l'obligation d'utiliser son réseau de magasins d'approvisionnement, de louer les cellules des moulins ou les magasins généraux pour mener à bien le stockage. Simultanément, le conseil départemental d'Eure-et-Loir, dans sa session de mai 1930, met à l'étude la question de l'équipement du département en silo et confie au syndicat agricole d'Eure-et-Loir de réaliser une expérience dans ce but. C'est ainsi que surgissent les 8 premiers silos du département d'Eure-et-Loir. Dans le cadre d'une expérimentation économique, ils sont construits à Dreux, Tevy-Achères, Lucé, Othon-du-Perche, Châteaudun, Brou, Fresnay-l'Évêque et Voves. Tous ces silos figurent parmi cette première génération de silos pionniers, de ces silos expérimentaux qui résultent non pas d'une avancée technique, mais d'une expérience économique destinée à réguler le marché du blé. Nous voici devant le silo de Fresnay-l'Évêque, qui est toujours en activité et qui, malgré ses faibles débits, est remarquablement bien conçu. C'est là un des caractères les plus saisissants de l'apparition du silo agricole français, sa soudaine apparition dans un contexte de crise économique et non d'avancée technique. À cette époque, on hésite encore à se lancer dans la mécanisation agricole. On considère les tracteurs avec une certaine prudence. Ce sont les chevaux qui produisent l'essentiel de la force motrice et l'on considère que la moissonneuse-batteuse est inadaptée à l'agriculture française à cause du morcellement des parcelles agricoles. Car à ces dates, le grain n'est pas transporté en vrac mais en sac. Le sac, c'est à la fois un moyen de conditionnement adapté à toute forme de transport depuis n'importe quelle exploitation, que ce soit par camion, par camionnette, voiture, tombereau, charrette, etc. Mais aussi un mode de stockage des grains en petits lots, facile à mettre en œuvre, qui permet leur très bonne conservation. La technique est éprouvée de longue date. Ainsi, les grains sont amenés aux silos de Fresnay et de Voves, comme aux autres silos du département, en sac. Ils y sont nettoyés et épurés avant d'être à nouveau remis en sac en vue de leur expédition chez les acheteurs. Et c'est précisément ici que tout se passait. Les sacs étaient vidés à cet endroit précis et partaient dans les installations pour y être nettoyés et stockés en cellules, avant d'être ensachés à nouveau et entreposés.
D'ici, le chef de silo pouvait tout contrôler. Toutes les commandes étaient centralisées dans cet espace. Les sacs de déchets étaient vendus pour l'alimentation animale. Et ici, nous avons le contrôle du revolver double qui permet de choisir dans quelle cellule on verse le grain. Je suis dans la tour de travail, tout en haut du silo. Elle est très lumineuse pour que les employés puissent travailler de manière plus confortable. Et donc voici les revolvers. Quand on actionne le levier en bas, la goulotte se déplace dans le barillet. C'est simple, durable et efficace. Et près des commandes, on trouve l'ancien bureau du responsable, souvent fermé pour réduire la poussière et le bruit, mais surtout avec une oreille attentive à la moindre variation du bruit pour intervenir. Il faut vous imaginer que tout l'espace qui m'entoure était rempli de sacs. Les sacs qui venaient d'être livrés par les cultivateurs, mais aussi qui venaient d'être nettoyés et qui attendaient le moment de repartir par camion ou par train, car les silos étaient construits près des voies de chemin de fer. Mais ce n'est pas tout, suivez-moi. Regardez, un grand espace plancher ici, un autre là-haut, en tout 2 étages, soit plus de 600 mètres carrés de stockage de sacs qui grimpaient jusqu'au plafond, placés et jetés en hauteur par la seule force des bras par les nombreux manutentionnaires qui travaillaient dans le silo, le tout chargé par ce simple appareil. Pour cette raison, à Fresnay, Voves, comme dans les autres silos de cette génération, les capacités de stockage en sacs sont plus importantes que celles des cellules. Chaque espace est utilisé pour empiler des sacs, dans les magasins, près des machines, sous les cellules et parfois dans les étages de la tour de travail. Pourquoi cette prédilection pour le stockage en sac ? C'est un autre paradoxe de la création de ces premiers silos. À l'époque, on ne sait pas si le grain peut se conserver correctement plusieurs mois, en vrac, dans les cellules. Le sujet fait polémique, la nouveauté fait peur. En effet, le fonctionnement du silo par lui-même résume cette hésitation. C'est un petit silo gravitaire où la manutention mécanique est réduite à sa simple expression. Les sacs de grains sont vidés dans des trémies qui alimentent les élévateurs qui amènent le blé en haut de la tour où il est distribué directement dans les cellules par gravité grâce à un pendulaire. Lors de la livraison, les sacs sont réceptionnés, pesés. Un échantillon est pris pour mesurer la qualité du blé et son état de conservation. Puis les sacs sont stockés en attendant d'être vidés dans les trémies intérieures. Les grains suivront des opérations de nettoyage successives avant d'être ensachés à nouveau pour être entreposés, en attendant le moment où ils seront vendus et expédiés. C'est pourquoi les cellules sont uniquement destinées à créer des lots homogènes, à nettoyer les grains avant de les réensacher en prenant le soin de calibrer le sac à 100 kg grâce à des peseurs ensacheurs automatiques. Quant à la conservation, il faudra attendre quelques années, notamment le congrès de Blois en 1936 pour que les recherches sur les techniques de conservation des grains livrent leurs premières conclusions et attestent de la bonne conservation des grains en cellules sous certaines conditions. Pourquoi donc choisir de construire des silos et non des magasins avec des cellules en bois comme c'est l'usage chez de nombreux négociants et dans les moulins ? La question est d'autant plus légitime que le coût de la construction de silos en béton armé est considérable et que le bâtiment est trop spécialisé pour être réaffecté à un autre usage. Construire des magasins était donc moins élevé et moins risqué, surtout dans le cadre d'une expérimentation, et ce, d'autant plus que la conservation du grain en sac était parfaitement maîtrisée. C'est une des énigmes à laquelle Nicolas Lauriette, spécialiste des silos et titulaire d'une thèse sur le sujet, a cherché à répondre à travers ses recherches. À cette époque, on ne choisit pas de construire les silos pour le service qu'ils vont rendre, mais plutôt pour ce qu'ils représentent. C'est-à-dire la modernité, la nouveauté, les progrès techniques, la pérennité. Car ce sont des édifices en béton armé et non plus en bois. C'est donc la valeur psychologique du silo qui a prévalu à sa construction. C'est ce qui fait tout l'intérêt de cette génération-là. Mais au lieu de s'inspirer des magasins avec cellules,
qu'ils avaient observées lors de leur voyage, ils ont préféré importer ce qui paraissait à la pointe de la technologie et de la modernité, c'est-à-dire les silos. Pour bien comprendre ces choix, il faut se rappeler qu'à ces dates, les silos sont de véritables icônes de la modernité. Walter Gropius, Le Corbusier et d'autres encore les ont portés à la quintessence de l'architecture moderne. Des formes simples, dictées par les effets du calcul, débarrassées de l'ornement académique. On les voit partout, ils subjuguent. Les constructeurs en béton armé les placent en première page de leur catalogue promotionnel auprès de grandes villas et des hôtels parisiens. Il faut imaginer l'impact qu'a produit l'édification de ces silos dans nos campagnes. D'énormes structures qui viennent concurrencer les églises dans le paysage. De l'électricité, des moteurs, de la rationalité. Un matériau, le béton armé, qui symbolise la résistance et la pérennité. Et surtout, des prouesses comme des grands escaliers suspendus monolithiques. Quel meilleur symbole pour la coopération agricole alors naissante qui veut démontrer la force du regroupement contre l'intérêt individuel. Aujourd'hui, le silo de Fresnay collecte 50 exploitations. Chaque année, il traite environ 15 000 tonnes de céréales et d'oléagineux. Ce sont nos pères et nos grands-pères, adhérents, administrateurs, fondateurs de la coopérative qui ont œuvré avec l'appui des pouvoirs publics pour organiser le réseau de collecte de céréales. Ils ont assaini le commerce des grains pour défendre l'intérêt des producteurs, mais aussi des consommateurs et des transformateurs. Nous sommes les héritiers de ce patrimoine monumental. Patrimoine qui raconte l'histoire de l'agriculture et des agriculteurs du XXe siècle. Ce patrimoine nous rappelle aussi l'importance de la politique du blé, les politiques alimentaires autant que le développement des techniques, la modernisation et la diffusion des courants d'architecture contemporaine. Dès lors que vous croiserez un silo, prenez le temps de le regarder et tendez l'oreille. Qui sait, il vous racontera peut-être l'histoire de son temps. Le succès de ces premiers silos ne se limite pas à la constitution d'un réseau de collecte. Les premiers silos du département mis en place par le SADEL grâce au financement du conseil départemental et le concours technique du génie rural feront sensation et deviendront des modèles. Les groupements des départements voisins viendront les visiter pour comprendre leur fonctionnement et s'en inspirer à leur tour. S'ouvrira alors l'âge d'or du silo monument français où les architectes rivaliseront d'inventivité pour porter la symbolique de cette icône de la modernité. Mais ceci est une autre histoire.